Alors moi, je suis une vraie Rochelaise, ce qui n'est pas forcément très courant dans le milieu de la voile, parce que beaucoup de gens viennent à La Rochelle parce qu'ils sont attirés par la voile à La Rochelle. Donc moi, je suis née à La Rochelle, d'une famille rochelaise, d'un papa qui a été un des premiers très bons régatiers français, qui a été champion d'Europe, champion du monde, qui était allé aux Jeux Olympiques. Donc en fait, très naturellement, mon frère et moi, on a fait de la voile parce que c'était un petit peu familial et qu'on est tombé dedans quand on était petit. Donc en fait, pour la petite histoire, mon frère avait un des 3 premiers optimistes en France. Les 3 premiers optimistes en France ont été à La Rochelle. Et donc après, moi j'ai hérité de l'optimiste et puis j'ai fait un cursus un peu classique d'optimiste, pas beaucoup en fait. Et après du 420, régate régionale, nationale, championnat de France, championnat du monde. Après, moi j'ai fait une préparation olympique en 470 avec Clairefontaine. En parallèle de ça, parce que j'avais les opportunités, j'ai fait pas mal d'habitables, un peu de course au large. Voilà, donc on était avec Claire, championne du monde, 2 fois vice-championne du monde. Après, moi j'ai eu 2 titres de championne du monde aussi en petit habitable. J'ai fait pas mal de match racing, on était dans les 5 meilleures mondiales. Et toujours en parallèle, je faisais la course au large et donc j'ai fait la Volvo chez Andres 2 fois, enfin 1 fois et demie parce que la deuxième fois j'ai fait que la fin. Donc la Volvo chez Andres étant la course autour du monde en équipage avec escale. Voilà. En gros, alors autrement, professionnellement, j'ai toujours eu des activités qui étaient liées à la voile, hein. Disons que moi j'ai fait mes études à Fénelon. Après, j'ai fait des études de biologie, mais toujours en parallèle de la voile. Quand j'étais en équipe de France, j'avais des activités de journaliste, d'expert maritime, qui étaient compatibles avec une activité de haut niveau. Et puis depuis que je navigue un petit peu moins à très haut niveau, je m'occupe d'un système de tracking qui permet de suivre en direct les bateaux. Comme vous connaissez pour le Vendée Globe, si ce n'est que là, c'est des systèmes GPRS qui permettent de suivre les championnats du monde, championnats d'Europe, championnats de France, etc. donc en direct. Et j'ai une activité aussi par rapport à un transporteur maritime qui est spécialisé dans le transport de bateaux. Voilà, et puis je fais plein de trucs à côté. Je pense qu'on avait un peu l'esprit de compétition jeune, c'est-à-dire que moi, si je faisais du vélo, je voulais être devant, si je voulais faire du ping-pong, je voulais gagner l'épreuve de ping-pong, c'est un peu une mentalité. Donc c'est vrai que la compétition, oui, et puis surtout le jeu de la régate, parce que pour moi, la régate, c'est avant tout un jeu, c'est un jeu d'échecs. On a des cartes en main qui sont le vent, le courant, les adversaires, les règles de course. Et quand on me demande ce qu'est la voile pour moi, je dis que c'est un jeu. Parce que c'est quand je vais sur l'eau, moi je vais jouer, enfin, je vais profiter du soleil comme hier par exemple, et c'est toujours sympa d'être sur l'eau. Mais sans le jeu de la régate, je pense que j'aimerais beaucoup moins naviguer en fait. C'est vraiment cette adrénaline de cette ligne de départ qui est toujours un moment très intense, et puis après d'exploiter tout ce qu'on sait, ce qu'on ressent, le vent, le courant, les concurrents, essayer d'être devant. Enfin, donc c'est la performance, le résultat, mais c'est aussi c'est vraiment le jeu que m'apporte la régate, ouais, le plaisir du jeu. J'ai toujours été travailleur indépendant. Je pense que ça aussi c'est un choix d'être à peu près libre de son temps. Même si en tant que libéral, c'est pas toujours vrai, parce que étant donné qu'on est libéral, on n'a jamais d'heure et on n'a jamais fini. Mais c'était un choix que de pouvoir de faire ce que je voulais quand je voulais, travailler tôt ou tard le soir et travailler avec son ordinateur un peu n'importe où. Et hier, par exemple, il faisait un temps superbe, on est allé sur l'eau. Ben voilà, moi je prends mon après-midi pour aller faire du bateau avec mon moteur-Europe. C'est un petit dériveur, on est tout seul à bord, donc il n'y a pas de problème d'équipage parce qu'en voile, l'équipage, quand on navigue en équipage, c'est quand même un vrai problème. Donc à part ceux qui naviguent en mini transat, en Figaro, etc., qui n'ont pas ce problème-là, assez rapidement on trouve des problèmes d'équipier, même quand on fait du 420, hein. Donc moi j'ai un Europe avec lequel je ne pense pas à faire des championnats d'Europe ou championnats du monde. J'ai un gabarit qui est un peu trop petit, trop léger pour ce type de bateau, mais ça permet de naviguer avec les copains dans la baie de La Rochelle, de se faire des petites régates justement, et de ne pas avoir cette contrainte d'équipier qui reste toujours un problème, quoi. J'ai navigué sur beaucoup de choses en fait, parce que j'étais assez éclectique. Donc en fait, moi j'ai fait de l'optimisme, mais pas beaucoup. J'ai fait pas mal de 420, j'ai fait du 470 en préparation olympique. En parallèle, je faisais pas mal de halftoners. Enfin, c'était des bateaux de 9 mètres à peu près, mais qui étaient à l'époque une série un peu phare pour lesquels il y avait des championnats importants et des championnats du monde. J'ai fait donc du K70. J'ai fait du match racing. Donc le match racing, la particularité en fait, c'est que
À partir du moment où vous êtes à un certain niveau, vous allez faire des épreuves un peu partout en Europe ou dans le monde et vous naviguez sur les bateaux qui sont la flotte du club qui organise l'épreuve. Donc c'est des bateaux qui vont de 7 à 10 mètres et ça dépend de là où vous allez, si c'est en Australie, aux États-Unis, en Suède, ou ça dépend. Donc sur plein de bateaux différents. J'ai fait une Transat AG2R en double, donc en Figaro, et j'ai fait la Volvo c'était sur les VOR 60, donc des 60 pieds. Je pense qu'une des richesses, une des façons de progresser, c'est de naviguer avec des gens différents et sur des bateaux différents. Je pense qu'il ne faut pas se cloisonner à une classe et puis une ou deux personnes avec lesquelles on navigue tout le temps. Je pense qu'il faut savoir mixer les bateaux, les plaisirs. Il faut savoir mixer les gens avec lesquels on navigue, parce que chacun peut apporter quelque chose à l'autre. Et je pense que c'est important, enfin, d'avoir la possibilité. Moi, j'ai sans doute eu cette chance-là, mais je pense qu'il faut parfois se la donner et il ne faut pas rester dans des équipages trop fermés, parce que c'est pas la bonne solution, je pense, pour progresser. Autrement, moi je navigue en J70 ou en J80. Il y a cette année le championnat du monde de J80 début juillet à La Rochelle. C'est un bateau de 8 mètres, c'est une classe internationale. Et je navigue aussi en J70, qui est son petit frère, mais qui a 20 ans de moins. Donc c'est un bateau qui est très léger, qui est très évolutif, qui est très planant. Donc c'est un petit habitable, un petit quillard, plutôt qu'un habitable, c'est un petit quillard monotype qui est un petit peu entre le dériveur et un petit quillard monotype. Donc moi je navigue essentiellement, sérieusement on va dire, sur le J70 ou sur le J80. Moi j'ai commencé à 10 ans. Et moi j'ai récupéré l'optimisme de mon frère à l'âge de 10 ans. Je pense que je ne sais pas s'il y a un âge idéal, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les enfants, je pense qu'ils commencent dans des bonnes conditions. Donc voilà, moi je pense que 9-10 ans, c'est bien. Plus jeune, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut qu'il ait la volonté de l'enfant, il ne faut surtout pas le forcer, parce qu'autrement c'est la meilleure solution pour pour le dégoûter ou pour lui faire peur, quoi. Je pense qu'il faut leur faire miroiter que c'est un jeu, justement, ils vont s'amuser sur l'eau avec leurs copains. Il ne faut pas leur faire miroiter qu'ils vont aller faire les Jeux Olympiques, parce que de toute façon il y en aura un sur des milliers qui va aller faire les Jeux Olympiques. Et puis tout le monde n'a pas forcément l'esprit de compétition à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut vraiment leur dire qu'ils vont aller sur l'eau, que c'est un sport en pleine nature, qui vont s'amuser, qui vont être encadrés avec des gens qui sont sympas, qui sont compétents, qui vont se faire plein de petits copains, et puis ils vont jouer, quoi, en fait. Je pense qu'il faut garder beaucoup de plaisir dans les activités pour les enfants et les adultes aussi d'ailleurs. Alors après, ça dépend s'ils veulent naviguer en solitaire. C'est vrai qu'en France, le problème, c'est qu'on est un petit peu spolié, parce que c'est très français, hein, c'est très franco-français la voile en solitaire, hein. On est un peu spolié par la voile en solitaire, c'est le côté qui est très connu du grand public. Et donc en fait, la voile en équipage est beaucoup moins connue. Mais je pense qu'il faut leur expliquer que ça fait partie des sports en pleine nature, il n'y en a pas tant que ça. Des sports accessibles même pour des gens qui sont débutants, parce qu'à partir du moment où ils sont encadrés, on peut naviguer avec des gens qui sont débutants. Et puis voilà, que ça fait partie, c'est un jeu d'équipe, chacun peut avoir sa place, quel que soit son gabarit, son sexe, et que c'est un jeu. Enfin, moi, c'est ce que je vois, quoi. Alors c'est vrai que moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant, et je suis célibataire ou en concubinage, mais donc moi, j'ai jamais trop eu ce problème-là. Mais c'est vrai que beaucoup de femmes qui veulent faire du haut niveau le rencontrent, et je pense que c'est pas forcément facile. Alors c'est vrai qu'en voile olympique, Charline Picon, Camille Lecointre, réussissent à pallier ça, elles réussissent à avoir des enfants, à naviguer à haut niveau. On voit plus. Enfin, c'est vrai qu'en niveau course au large, on voit plus facilement des femmes sur les pontons que des maris sur les pontons en train d'attendre leurs femmes. Bon, je pense que c'est un problème global de la société en général, hein, et de la voile en particulier, parce que il y a quand même un problème de gabarit qui se pose sur pas mal de bateaux. Il faut être lourd, enfin il faut être lourd. Globalement, il faut être lourd. C'est vrai que moi je l'explique pas beaucoup, parce qu'en fait en optimiste c'est quasiment 50-50, hein. Il y a autant de petites filles que de petits garçons. Et après il y a beaucoup de pertes en fait. Plus on grandit jusqu'à l'âge adulte, plus il y a des pertes. Je pense que les filles elles ont plus de mal à trouver leur place sur un bateau que les garçons. Moi je suis contre le fait de genrer, on va dire, les résultats. Je trouve ça absurde qu'il y ait une classe féminine en 420 par exemple, parce que le 420 c'est le bateau type où on peut naviguer en mixte. Moi j'ai eu cette chance là en fait, c'est que
et en fait c'était plutôt plus évolué autrefois que maintenant visiblement, c'est que moi quand j'ai fait du 420, il n'y avait pas de classe féminine, hein. On naviguait en mixte ou en féminin ou en masculin, mais il n'y avait pas de championnat de France, enfin il y avait un championnat de France féminin, mais bon on naviguait en mixte. Moi j'ai gagné un championnat de France cadet avec un garçon contre des garçons. J'étais vice-championne d'Europe junior, enfin vice-champion d'Europe junior avec un garçon contre des garçons et vice-champion de France aussi. Donc je dirais que moi j'ai pas eu trop ce problème-là parce que jeune en fait je me suis battue contre les garçons avec un garçon en ayant des résultats, des podiums contre les garçons. Donc j'étais considérée comme un régatier normal, j'aime pas le terme en fait, mais non genré quoi, parce que moi j'avais fait mes preuves contre des garçons et j'étais considérée comme eux quoi. Mais c'est vrai que les filles, moi je les incite à naviguer avec des garçons et contre les garçons et pas avoir ce complexe-là, parce que le complexe, la différence elle arrive à partir du moment où il y a un problème de poids, parce que c'est vrai que sur certains bateaux il faut être lourd, et il y a certains postes où il faut être lourd, mais il y a certains postes, barreur, tacticien, où le poids n'a aucune importance. Et je pense qu'il faut donc trouver les bons postes qui n'ont pas besoin de grosses forces physiques ou de poids. Mais je pense que les filles, il faut jeunes, elles prennent leur place et qu'elles prouvent qu'elles ont les capacités à naviguer avec un garçon contre des garçons. Je pense que le système fédéral, pour ça, il n'est pas complètement adapté à la politique que veulent avoir tout le monde d'égalité, parce que je pense qu'il y a des classes un peu jeunes comme le 420 où on fait un peu cette différence-là, et moi je pense qu'il ne faut pas la faire, parce que s'il y a une classe où on peut ne pas la faire, c'est le 420. Parce que les problèmes de poids ne se posent pas, les problèmes de force physique ne se posent pas. Après, encore une fois, je pense qu'il faut. Moi, j'ai jamais essayé d'être embraqueuse parce que j'ai pas le gabarit, j'ai pas la force physique et j'ai aucun complexe à dire que je ne veux pas faire l'embraque parce que je vais le faire moins bien qu'un garçon qui va être plus lourd que moi, quoi. Donc, je pense qu'il faut réussir à s'imposer, à avoir le poste qui correspond à son gabarit et à son genre, quoi. Mais il ne faut pas avoir de complexe là-dessus, mais il faut faire ça très jeune en fait. Il faut prouver très jeune qu'on a l'équivalent des garçons et qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, quoi. Quand j'étais en préparation olympique, c'était sans doute à mon avis moins impliquant et au niveau que maintenant. C'est-à-dire on pouvait faire des études en parallèle, on pouvait éventuellement travailler un petit peu en parallèle, ce qui n'est plus le cas. Mais je pense que ça impose de toute façon de naviguer beaucoup, d'avoir un entraînement physique adéquat, là aussi, en fonction de son âge, de son genre et de son poste, hein. Après, je pense qu'il y a beaucoup de travail en parallèle que font pas forcément d'ailleurs tous les hauts niveaux, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup la météo, connaître parfaitement ses règles de course. Moi, personnellement, je pense que ça sert à rien de naviguer en plein mois de janvier quand il fait très froid. Moi, je me souviens de navigation au mois de janvier quand vous avez l'onglet. C'est pas possible, quoi. Vous n'êtes pas bien. Et je pense que naviguer dans ces conditions-là, ça ne sert pas à grand-chose, hein, parce qu'on n'est pas dans l'état normal d'un championnat où on navigue dans des conditions à peu près tempérées, quoi. Et moi, j'ai toujours essayé, par contre, de travailler sur la météo, avec Jean-Yves Bernot en l'occurrence, sur les règles de course. Je pense que c'est important que les coureurs aient des notions de fabrication de bateaux, de fabrication de mâts, de savoir comment se fait une voile. Il ne faut pas hésiter à aller dans une voilerie, chez un fabricant de mâts, voir un petit peu, être en contact avec les prestataires potentiels. Un bateau, c'est compliqué. Enfin, un 420, c'est assez simple, quoique. Et un mini transat, un Figaro, c'est compliqué. Il y a de l'électronique, de l'informatique, du moteur. Je pense qu'il ne faut pas se cantonner à naviguer. Il faut naviguer, mais je pense qu'il faut avoir aussi avoir toutes les bases, hein. Enfin, même plus que des bases. Il faut connaître comment fonctionne un bateau et quelles sont toutes les parties du fonctionnement d'un bateau, quoi. Donc c'est vrai qu'entre un 420 et un IMOCA, ça va être différent. Mais je pense que, au niveau des IMOCA, c'est sûr qu'ils passent du temps sur... il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils sachent comment fonctionne le bateau, parce qu'après, quand ils sont tout seuls, il faut savoir le réparer. Mais je pense que même en étant jeune, il faut travailler la météo, c'est hyper important, parce que quand on veut jouer, moi je disais que la régate c'est un jeu, mais on joue avec la météo, avec les courants, avec ce qu'on appelle les phénomènes de côte, etc., la micro-météo. Et je pense que c'est hyper important quand on va à droite ou à gauche sur un bord de presse, c'est pas par hasard. Normalement, il ne faut pas virer par hasard. Moi, quand on me demande ce qu'est la tactique, je demande aux gens, quand vous virez sur une régate, pourquoi vous virez ?
Pourquoi vous virez? Est-ce que vous avez mal au bras droit? Vous virez parce vous avez mal au bras droit? Moi, je ne vire jamais par hasard. J'ai pas toujours raison, hein. Mais si je vire, c'est parce que je pense qu'il y a plus de vent à gauche, ou il y a plus de courant à droite, ou parce qu'il y a quelqu'un à contrôler au classement général. Je pense qu'il y a un tas il y a un tas de critères en fait en régate qu'il faut savoir hiérarchiser et remettre sans arrêt, refaire la hiérarchie régulièrement. Et dans tous ces critères de hiérarchie, il y a des choses qu'il faut connaître et qui sont de la théorie pour beaucoup. Et donc je pense qu'il faut, pour être à un haut niveau, il faut avoir tous ces éléments-là qui sont importants, savoir les mettre dans le bon sens, mais avoir beaucoup de théorie. Et après, c'est le feeling va aider la théorie ou l'inverse. Hein, mais je pense que il n'y a pas que la navigation en voile. On a la chance de faire un sport mécanique, un sport d'équipe parfois, un sport physique, mais aussi un sport qui est un jeu de stratégie et de tactique. Et je pense que pour être bon en voile, il faut avoir tout ça en main, quoi, en fait, et avoir toutes ces cartes-là. Il ne suffit pas d'être le plus rapide sur l'eau. C'est important, hein, d'être le plus rapide sur l'eau. Mais si on est le plus rapide en allant du mauvais côté, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et alors maintenant, il y a plus de bouquins qu'à mon époque, hein, mais moi, en fait, j'avais travaillé avec Jean-Yves Bernot, qui est reconnu maintenant comme étant quasiment le meilleur navigateur. Moi, Jean-Yves, il commençait à être connu à ce moment-là, donc moi, j'avais travaillé avec lui. Maintenant, il existe des bouquins. Moi, j'ai ces polycopiés, en fait, de l'époque. Il y a des bouquins qui sont très bien faits, hein. Il y a les règles de course de Marc Bouette, la tactique de Marc Bouette, les bouquins de météo de Jean-Yves Bernot, qui sont des choses hyper accessibles, avec plein de dessins. Jean-Yves Bernot a cette faculté d'être brillantissime, mais de pouvoir être hyper pédagogue à côté. Donc il écrit de façon c'est très très facile à comprendre en fait, hein. Donc oui, il y a plein il y a plein de bouquins qui sont, il y en a quelques-uns qui, à mon avis, sont au-dessus du lot, mais il y a des livres qui sont très accessibles à tous, hein, et qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Ouais. Mon père, il m'a montré ce qu'était la voile, hein, et j'aurais pu être réfractaire, ça n'a pas été le cas. Alors, par contre, moi, au moment du K20 et tout, j'ai dû faire un peu ma crise d'adolescence, hein, et je voulais pas que mon père, quand on gagne le championnat de France, il vient le dernier jour. Mais je voulais être autonome, en fait. Bon, après, mon père avait fabriqué des voiles et des mâts. Donc, évidemment, j'étais souvent à la voilerie pour avoir mes voiles, pour discuter avec ceux qui faisaient les voiles ou les mâts pour avoir mon matériel. Mais c'était un peu un choix d'indépendance, de vouloir aller tout seul, enfin toute seule non, parce que j'avais pas mon permis, mais d'aller avec l'entraîneur, de, de, de camper au camping, enfin d'être au camping. Pour la petite anecdote, moi j'ai un frère qui est qui est un peu différent de moi à ce niveau-là. Et un jour, maman nous avait emmenés à un championnat de France. Mon frère était à l'hôtel avec elle et moi j'étais au camping avec mes copains parce que je trouvais ça plus drôle, quoi. Mais bon, voilà. Mais non, moi ils m'ont montré un certain chemin, enfin surtout papa, parce que mon frère est un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup. Donc moi ça m'a donné envie de faire la voile, hein. Mais il n'était pas présent comme des parents qui sont présents au championnat d'optimisme, au championnat de 420. En général, les présents ne sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs. C'est des gens qui, qui se reconnaissent à travers leur enfant, qui ont envie d'avoir les résultats, enfin, qui auraient aimé avoir les résultats qu'ils espèrent pour leur enfant. Et c'est vrai que les parents, alors il y en a qui vont peut-être pas aimer, il y a des parents qui vont pas aimer que je dise ça, mais je pense que les parents qui sont très 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 bons ne sont pas forcément présents sur les championnats. C'est plutôt des parents qui auraient aimé peut-être faire une belle carrière en voile. En tout cas, moi, j'aurais pas aimé d'avoir mon père sur l'eau ou sur le parking qui me dit tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. Je pense que ça, il faut respecter l'envie de l'enfant, quoi. L'enfant, il a envie ou pas d'être accompagné, mais je pense qu'il y a un âge où on a envie d'être avec ses copains et l'entraîneur et pas forcément avec ses parents. Donc je pense qu'il y a des enfants qui sont très fusionnels avec leurs parents, d'autres moins, surtout à un certain âge. Et je pense qu'il faut juste respecter l'envie de l'enfant ou de l'ado, quoi. Mais il ne faut pas lui imposer quoi que ce soit là-dessus, je crois. C'était peut-être un choix d'adolescent de vouloir être un peu autonome, mais de vouloir ne pas, enfin de vouloir mettre un peu de côté le nombre brillant, non, ça pas du tout. La Rochelle, contenable la voile, c'est quand même c'est une ville qui, à mon avis, coche plein de cases en fait, parce que c'est une ville de taille moyenne qui est intéressante au niveau culturel, sportif, étudiant. C'est une ville qui a un climat plutôt sympa, qui est un peu connectée quand même par certaines lignes d'avion, par beaucoup de lignes de train.
Je trouve que enfin, j'y réfléchis, pas vraiment, mais j'y ai pensé, mais aller où? Euh, bon, moi c'est un peu tiré par la Trinité-sur-Mer, mais c'est quand même un petit village, hein. L'hiver, c'est un village. Les villes du sud, Marseille et autres, c'est quand même des grosses villes. Donc moi, Sur l'Orient et tout. ouais, Lorient c'est course au large, c'est vraiment course au Ouais, large, c'est hein. Moi vrai. j'étais plus des riveurs à l'origine. Donc non, je pense que la voile, justement, La Rochelle, c'est de l'optimiste à l'IMOCA, en passant par toutes les disciplines de voile. Ça permet ouais, enfin, c'est une ville qui est très complète en fait, hein. C'est une ville de taille moyenne, mais qui apporte un peu tout ce qu'on cherche, hein, je pense. Donc non, j'ai jamais pensé déménager de La Rochelle. Je pense que la régate, on la trouve plus en dériveur qu'en habitable. Après, c'est vrai que moi j'ai fait la Volvo, où les bateaux sont tous identiques. Enfin, quand je l'ai faite, c'était pas le cas. Moi, ce que j'aime, c'est la régate et la monotypie. Parce que je trouve que, enfin, moi personnellement, j'ai du mal à trouver de l'intérêt à naviguer avec des bateaux à handicap, parce qu'on ne sait pas exactement contre qui on régate. Et il faut tout le temps calculer, enfin, naviguer avec la calculette à la main. Et il y a des bateaux qui vont être privilégiés dans du petit temps, d'autres dans la brise, d'autres au portant, d'autres au près. Et donc, l'intérêt de la monotypie, c'est qu'on sait tout de suite si on a bien navigué ou pas. On a tout de suite le résultat de son bord à droite, à gauche, et on sait si ce qu'on a fait à l'instant T est bénéfique ou pas. Alors qu'avec des bateaux handicap, c'est pas le cas. Donc en fait, moi, c'est vrai que ce que je privilégie, c'est la régate, le contact. Après, moi, j'ai fait une Volvo et demie. Et c'est quand même pour moi sans doute un des trucs les plus marquants parce on vit 9 mois à 12, plus l'équipe à terre qui est aussi très importante. Et c'est très formateur au niveau de soi-même parce que nous, on était 12 avec 9 nationalités à bord. Et donc, les anglo-saxons fonctionnent différemment des latins, les filles différemment des garçons. Et je trouve que enfin, pour moi, c'était une expérience incroyable à Volvo. On avait une équipe à terre extraordinaire. Nous, on était deux bateaux. Enfin, moi, j'ai fait sur IF et après sur Amersport. Et à chaque fois, il y avait deux bateaux, un bateau féminin, un bateau masculin. Et on était 90 parce qu'en fait, il y a les 12 sur chaque bateau, plus une équipe à terre technique, plus souvent les familles qui suivent avec les femmes, parfois les gamins. Et enfin les femmes, mais encore une fois, il y avait plus de femmes que de maris par rapport aux équipages. Et puis après, il y a toute la logistique. Nous, on avait nos cuisiniers, etc., hein. Donc c'est des grosses équipes. Mais quand ça se passe bien, quand tu as une véritable famille en fait à terre, c'est génial, hein. Enfin, les projets Volvo qui se passent bien, c'est quand même très fort au niveau humain, je trouve. Enfin, niveau sportif aussi, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de moyens pour développer les bateaux. Mais d'un point de vue humain, c'est des gros projets. Ouais. On était trois latins, trois latines hein, contre le reste en anglo-saxon. Et ça ne fonctionne pas de la même manière. Il y a eu des tensions sur la première étape, hein, sur Southampton-Cape Town. Ça a failli, enfin, c'était tendu, ça a failli péter. Mais en fait, après, il y a eu un peu discussion entre tout le monde et on a fini vraiment une équipe très soudée. Moi, je continue d'avoir des contacts avec les filles avec lesquelles j'ai fait la Volvo, hein. C'est quand même des moments très marquants de faire une Volvo. Donc, c'est compliqué à naviguer à 12, hein. C'est rare. Enfin, maintenant, ils sont beaucoup moins, ils sont 4 hein, sur l'Ocean Race. Mais, enfin, la V-Ocean Race. Mais c'est rare les équipages où il n'y a pas des gens qui sortent et des gens qui rentrent, hein, parce qu'il y en a qui, bon, pour des problèmes professionnels ou autres, qui débarquent, hein, mais c'est rare de finir à 12, quoi, de commencer avec les 12 personnes et de finir avec les 12 mêmes, hein. Mais bon, c'est aussi très formateur au niveau du management d'équipe et puis de soi-même, hein, parce qu'il faut quand même naviguer avec 11 autres personnes que vous n'avez pas forcément choisies, qui ne parlent pas votre langue, qui ne fonctionnent pas forcément comme vous. Et bon, ça apprend quand même beaucoup, hein. Bah, les valeurs, c'est celle du sport, hein, je pense, c'est celle d'être fair-play, d'être, comment dire, ouais, d'être fair-play, hein, parce que la voile, c'est quand même, c'est un sport mécanique, où parfois la triche c'est quand même un sous-sport de la voile, la triche. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement, c'est très difficile à juguler en fait, parce qu'en fait le bateau c'est un bateau mécanique, enfin, c'est un sport mécanique, les bateaux c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a
régulièrement des suspicions de bateaux qui ont été modifiés. C'est pas facile forcément de le prouver. La suspicion entraîne les autres à faire ce qu'ils ont entendu qui se faisait sur un bateau, mais ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, non, ça, je pense que c'est important de respecter les règles, de respecter les règles à jauge du bateau, c'est respecter les règles sur l'eau, parce qu'il y a des règles de priorité. Après, je pense qu'il y a un respect de celui avec lequel vous naviguez, contre lequel vous naviguez. Je pense que les valeurs, c'est les valeurs du sport en général, hein, c'est-à-dire de respect de l'autre, de savoir bien se comporter par rapport à un comité de course, par rapport à une certaine éthique en fait, hein, je pense tout simplement, quoi. Mais je pense que c'est dans le sport en général, quoi. Mais le fait d'être un sport mécanique entraîne aussi des problèmes par rapport au matériel, quoi. Moi, je suis contre les régates féminines. Je trouve que c'est complètement de la discrimination. Donc, il y a un article sur moi. Non, vous faites voilier, vous l'avez peut-être lu. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est la discrimination. Voilà. Je trouve que c'est bien que les filles trouvent leur place, la bonne place, qu'il ne faut pas briguer des postes. S'il faut 90 kilos, il faut 90 kilos, quoi. Mais moi, je suis contre les régates féminines, qui sont que féminines. Enfin, que féminines encore. Mais le bouquet de fleurs pour la fille qui va faire dernière en J80, et moi je l'ai vécu à La Rochelle, je suis pas un national de J80 il y a quelques années, où il y a les deux équipages féminins qui font dernier et avant-dernier, et l'avant-dernier était hyper content d'avoir fait premier équipage féminin alors qu'elles font avant-dernière au classement général, tout ça parce qu'elles avaient un prix du premier équipage féminin. Et ben moi je trouve ça complètement ridicule, quoi. Enfin moi j'aurais eu honte à la place des filles de faire avant-dernière et d'être contente d'être avant-dernière parce que premier équipage féminin. Je trouve ça, je trouve ça désastreux en fait. Et je trouve que c'est, voilà. Enfin moi je trouve, les épreuves féminines parfois c'est nécessaire, hein, mais les prix des prix des filles, des premières filles au sein d'une régate qui se veut mixte, au Open, même Vendée Globe ou tout ce qu'on veut, je trouve que c'est la discrimination. Clarisse Kremer, elle fait 12e, ok, elle fait 12e, mais on n'a pas parlé du 11e ou du 13e. Donc pourquoi est-ce qu'on parle plus d'elle parce qu'elle fait 12e et première fille? Pour moi, c'est pas vis-à-vis d'elle, hein. Je sais qu'elle aussi, elle était contre ça, hein. Mais ça prouve en fait que d'être une fille, c'est que ça reste quand même quelque chose d'incroyable de faire de la voile en étant une fille, quoi. Donc moi, je me bats un peu contre là-dessus. Si on navigue à armes égales, enfin si on considère naviguer à armes égales sur des séries où on considère qu'on a sa place, on n'a pas à être mise en avant, quelle que soit la place que l'on fait, quoi, en fait. Voilà. À partir du moment où l'épreuve elle est mixte, il n'y a pas de genre à avoir, quoi. Après, parfois, les épreuves féminines, ça permet à des filles d'avoir accès à la voile, hein. Moi, j'étais contre la voile olympique féminine, hein, parce que moi, avant que ça devienne olympique féminin, moi, je naviguais en mixte avec un garçon contre des garçons. Et moi, j'ai vraiment pris ça comme une claque, en me disant, bah, tu vas arrêter de jouer avec tes copains, tu vas jouer maintenant qu'avec tes copines. Et moi, vraiment, moi, j'ai vraiment très, très mal vécu le fait que la voile devienne féminine au jeu, hein. Ça m'a vraiment... pour moi, c'était une espèce de marche arrière, de récession, hein. Mais ça a quand même permis à beaucoup de filles d'accéder au haut niveau, d'être encadrées par des entraîneurs, par des fédérations qui mettaient des moyens sur elles. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose et ça a plutôt été une bonne chose. Mais il faut quand même que les filles elles naviguent en mixte, quoi. Il ne faut surtout pas se cloisonner, je pense, aux équipages féminins. Et encore une fois, à partir du moment où les épreuves sont mixtes, il faut arrêter de faire des sous-classements féminins, quoi. Je comprendrais plus, moi, qu'il y ait des sous-classements de jeunes, d'âge, ou de choses comme ça, quoi. Mais il n'y a pas de raison de faire de sous-classement féminin. Bah, je pense que c'est très compliqué cette histoire, parce que imposer les filles, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui s'est passé sur la après qu'ils n'étaient pas nombreux pour deux raisons, enfin, parce qu'il y avait la CNRS en même temps, il y avait d'autres épreuves, donc les filles qui naviguent à haut niveau, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup qui restaient sur le marché, entre guillemets, pour aller faire la transat. Donc les mecs, ils ne voulaient pas non plus partir avec quelqu'un qui ne savait pas vraiment bien naviguer. Donc tu as soit des filles très bonnes en match race, Pauline Courtois ou autres, qui n'ont pas fait beaucoup de large, ou l'inverse. Mais du coup, il y avait un peu une pénurie de filles. Alors encore une fois, c'est bien parce que ça leur donnait une expérience, mais les imposer, est-ce qu'on doit imposer? C'est compliqué, ça. Je pense qu'imposer des filles
pour avoir une mixité, c'est une voie, mais c'est sans doute pas la voie idéale. Et après, moi, ça, c'est la vice-présidente de la Fédération française de voile, Corinne Migraine, qui me racontait ça. C'est qu'au niveau de la Transat Paprec, moi, j'ai ce problème-là aussi. Hein, c'est qu'il y a les femmes des mecs skippers ne voulaient pas que leur mec navigue avec une fille. Ce qui était a priori moins le cas des filles co-skippers. Les copains des co-skippers filles avaient moins de problèmes parce que leurs filles, leurs copines aillent naviguer avec le skipper, tu vois. Mais moi, j'ai failli faire une transat à G2R justement avec un des skippers très très connu en voile, mais parce que la femme ne voulait pas que je fasse la G2R avec lui. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent en fait que les maris ou même en équipage sur des IRC, en fait, que la femme ne voulait pas que je navigue avec son mec, son mari, même si c'est dans un équipage avec 10 personnes, quoi. Et ça, c'est super compliqué à gérer, quoi, en fait. Donc c'est compliqué. C'est vrai que l'idéal, ça serait que les filles trouvent leur place sans être imposées. Mais ça, je pense qu'il faut le faire. Je pense que là-dessus, la Fédé, elle a un rôle, quoi. Il faut arrêter de faire des titres de champion de France féminin pour le 420 il faut arrêter de genrer sur des séries qui n'ont pas à l'être, quoi, en fait, je pense. Moi, j'ai eu un plaisir énorme à naviguer sur ce bateau-là. Barrer ces bateaux-là, c'est un pur bonheur. Hein. Et tu les barres vraiment, ce qui n'est pas le cas des IMOCA qui sont sous pilote. Mais après, c'était un problème de cohérence de classe, quoi, de manière à éviter d'avoir une classe assez diffuse, hein, qui est le 60 pieds IMOCA, et les VOR qui sont faits, tu vois, que pour les gros projets chez ANRES. Donc c'était un problème d'amortir les bateaux, en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve aussi que les Volvo sont des bateaux qui étaient beaucoup plus beaux que les IMOCA et plus sympas. Enfin, moi, je trouve que j'ai eu un plaisir énorme à naviguer sur les VOR. Ouais. Souvent, les projets IMOCA sont des projets assez français. Les projets Volvo étaient plutôt des projets internationaux. Mais si tu veux, il y a 40 IMOCA qui sont en train d'être. Il y en a sur liste d'attente pour le Vendée Globe, alors que les VOR, tu vois, c'est pas facile à vendre quand même. Et c'est pas facile, hein. Il y avait 9 étapes sur les grandes étapes, enfin sur les grands Volvo chez ANRES. C'est des gros budgets. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu as des relations publiques à chaque étape de la Volvo. Tu as souvent un double jeu de containers. Tu vois, tu as des containers ateliers avec les voileries, etc. Mais sur des petites étapes, sur Sydney Hobart, en fait, le container, il n'a pas le temps d'aller à Hobart. Donc, tu as 2 jeux de containers qui parfois se sautent l'un sur l'autre de manière à être à temps à l'étape suivante. Tu vois, les Volvo à une époque, c'était vraiment des budgets de dingue, quoi. Donc, c'est un peu une logique économique, en fait. C'est une logique économique, hein. C'est plus qu'une logique sportive, mais c'est fait pour rentabiliser les budgets et les bateaux, quoi. Mais du coup, sur un projet de 4 ans, tu peux faire une Volvo, une chez ANRES Europe, une chez ANRES mondiale, et puis le Vendée Globe, la route du Rhum et tout ça, quoi.